C'est bon. Bon, on va commencer. Bonjour. Bonjour. Je suis Stéphane Le Lyonnais, donc fondateur de la société Dawiz. Et David Dubois, je suis DSI à Morbihan Énergie. Je ne sais pas si tu peux te présenter rapidement Oui, Morbihan Énergie. rapidement, Morbihan Énergie, c'est un syndicat de collectivité. Donc, notre compétence principale, c'est la gestion des réseaux électriques basse et moyenne tension pour les communes de Morbihan. Et depuis 15 ans maintenant, on travaille également sur les thématiques de transition énergétique avec l'éclairage public, les mobilités décarbonées, les ENR, les énergies renouvelables, et puis la performance énergétique et la flexibilité des bâtiments publics. Donc, l'objectif de cet atelier, en fait, on va présenter un peu, alors je vais présenter un peu Dawiz, et dans un deuxième temps, je présenterai un cas d'usage de notre catalogue, qui est la publication en open data autour d'un outil de catalogage. Donc, c'est ce qu'on a fait Morbihan Énergie. Et donc, dans un premier temps, je vais quand même présenter un peu Dawiz, et ensuite, durant la présentation, David interviendra effectivement pour ajouter par rapport à ta structure. Alors, Dawiz, éditeur, alors nous, on est éditeur informatique, donc on édite des solutions pur beurre salé, puisque nous sommes basés à Vannes. Donc, on est 12 personnes actuellement, 12 développeurs informatiques. Et notre savoir-faire est vraiment sur, on va dire, l'analyse de la donnée. Donc, on ne s'arrête pas à la métadonnée, on analyse aussi la donnée elle-même pour cataloguer, donc avec différents cas d'usage que je vais vous montrer. Donc, la problématique qu'on répond, c'est vraiment assis sur une mine d'or, sur un champ de mine, c'est-à-dire qu'on va être capable de mettre en valeur des données, soit à des fins de publication en open data, soit à des fins de mise en place de référentiels, ou champ de mine, c'est l'utilisation de notre data catalogue plutôt par des profils sécurité, parce qu'effectivement, on va mettre en exergue des données sensibles qu'il faut protéger dans le SI. Donc, c'est pour ça qu'on parle généralement de catalogage des données par rapport à des enjeux personnels, sensibles, critiques, vitales. Et généralement, un des cas d'usage aussi de notre solution, c'est l'hygiène informatique, on va dire, pour minimiser l'impact, minimiser sa surface d'exposition à des risques cyber ou à des fins de mise en conformité RGPD. Et de plus en plus aussi à des fins, puisqu'on fait beaucoup de data cleaning à partir d'une solution, c'est son limitation de son impact environnemental. Alors, quelques références avant de commencer. Alors, nous, on travaille, la particularité, on travaille aussi bien, on a 50% de notre chiffre d'affaires, c'est le secteur public, et on travaille pour le secteur privé. On travaille pour différentes structures publiques, ça peut être des ministères, ça peut être des régions, des départements, des agglos, des métropoles, des communes, des syndicats numériques, des syndicats d'énergie, mais qui a aussi la compétence numérique, entre autres David, mais ça peut être aussi syndicat numérique largement. Les secteurs privés, on va travailler avec des groupes agroalimentaires, la FNQMA, l'embarquement de notre solution dans d'autres solutions informatiques, le secteur bancaire, on audite typiquement les agences du Crédit Agricole dans différentes régions. On travaille pour la Banque Postale et aussi dans les industries, dans le bateau, l'industrie, pas le cosmétique, mais dans ce qu'ils font. Télécom. C'est ça. Merci. Alors, notre savoir-faire, en fait, c'est qu'on propose une solution qui est soit déployée en mode SaaS, soit on-premise. On a la moitié de nos clients on-premise, la moitié de nos clients en mode SaaS. Notre particularité, pourquoi on fait beaucoup du on-premise? Parce qu'on a de plus en plus de clients qui font l'analyse de la donnée et qui commencent à travailler la donnée. C'est-à-dire qu'on a aussi un service de stockage API de la donnée qui permet aussi en interne de travailler la donnée en interne, soit à des fins de publication, soit à des fins de mise en place de référentiels de données. Donc, généralement, ce sont des clients qui préfèrent garder ça en interne avec un déploiement on-premise. Et sinon, effectivement, on travaille en mode SaaS, mais dans tous les cas, vous verrez que notre solution, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de déployer des scans, hein, ce sont des robots, des crawlers, qui vont aller auditer l'ensemble des systèmes d'information. C'est une autre particularité, vu qu'on traite de la donnée, c'est qu'on va aller traiter aussi bien des données structurées dans tout ce qui est base de données, applications, par des API, et ça peut être aussi des données non structurées, tout ce qui est fichiers bureautiques, messagerie, fichiers joints, les API. Donc, on a des clients qui, on va dire, scannent l'exhaustivité de leur patrimoine de données, que ce soit structuré ou non structuré. Typiquement, quand je parle du Crédit Agricole, eux, ils scannent tous leurs fichiers, en fait, de toutes les agences, sur tous les postes. Et donc, on a un scan qui va aller
se brancher sur le système d'information. Et derrière, on a tout un processus, vous verrez, qui va permettre une analyse automatique des données, des métadonnées, classification des données, des métadonnées, plus visualisation dans un catalogue. Donc, on a vraiment un processus. Et l'objectif de notre catalogue, c'est vraiment proposer un catalogue qui automatise le maximum de tâches pour que, on va dire, les référents data aient un minimum de travail à faire dans la classification ou dans la normalisation de tout ce qu'on ramène. Les cas d'usage qui sont directement intégrés dans notre catalogue, c'est-à-dire qu'on parle de catalogue, mais on parle aussi directement des cas d'usage qui est directement intégré. Un cas d'usage, effectivement, de nettoyage. Quand je parle de catalogue, typiquement, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font du data cleaning. On audite tous les serveurs, les fichiers, tous les serveurs de messagerie, tous les serveurs bureautiques sur lesquels ils mettent en place un processus de nettoyage. C'est-à-dire, on regarde toutes les données qui n'ont pas bougé depuis 3 à 5 ans. Ils regardent tous ceux qui ont des données bancaires, des données sensibles, très sensibles, des données sensibles. Au regard de ce processus-là, ils demandent par des interfaces à des référents métiers de venir taguer les informations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime? Est-ce que je demande un archivage? Ou je demande rien? Parce que je vais conserver la source de données chez moi et je vais justifier pourquoi je la conserve. Et à partir de là, ils vont jusqu'à, concrètement, notre solution est permettre de mettre à disposition une interface simplifiée au métier pour demander leur avis et demander le processus à mettre en œuvre. Et à partir de là, on les accompagne aussi sur l'appel de nos API pour faire directement l'archivage en masse, une suppression en masse, ou ne rien faire en masse. Autre cas d'utilisation qu'on fait de plus en plus, c'est tout ce qui est anonymisation des données. Lorsqu'on va faire un audit du système d'information, on est capable aussi d'auditer tout ce qui est environnement de recette, de formation, de pré-production, qui sont généralement on va dire, des copies conformes de la base de production. Et on va proposer un service qui va retrouver les données anonymisées de façon automatique et proposer des modèles d'anonymisation des données tout en gardant le lien de la donnée dans la base de données pour mettre à jour, pour anonymiser les données dans des environnements de formation de travail. Qualité de la donnée, vu qu'on travaille aussi sur la donnée, on est capable de mettre en place des matchs qualité, pour dire, sort-moi toutes les valeurs nulles, regardez-moi les dates qui sortent de mes dates aberrantes, des valeurs de chiffres qui sont aberrantes. Donc là, c'est plutôt sur la travail de qualité de la donnée qui sont généralement ces étapes-là qui vont être en amont d'aller publier des jeux de données en open data ou mettre en place des référentiels de données. La première étape, c'est bien de travailler sur l'analyse de la qualité de la donnée. Et référentiels de données, effectivement, nous-mêmes, on embarque un service de stockage de données API. Donc, soit on embarque nous-mêmes ce service-là, soit effectivement, on va travailler avec d'autres éditeurs, comme un éditeur. Nous, on a toute une brique open source, parce que je vois dans la salle avec qui on travaille et avec qui on développe des briques open source. Donc, ça, c'est une brique open source qu'on embarque chez nous. Soit on travaille avec d'autres éditeurs qui sont Open Data Soft, typiquement SDEM, où là, le référentiel de données, c'est-à-dire le stockage de données, n'est pas dans nos plateformes, dans leur plateforme, mais avec qui on dialogue par API directement. La cartographie de données, c'est capable de localiser physiquement la donnée avec leur niveau de sensibilité. Et donc, concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. Donc, la mise en œuvre de notre processus, c'est-à-dire qu'on va paramétrer, suivant le cas d'usage, on paramètre la solution. La solution qui est soit, comme j'expliquais en mode SaaS, soit qui peut être entièrement toute la brique logicielle déployée en premise. Donc, on déploie avec une technologie qui s'appelle Docker. Et une fois qu'on a fait le paramétrage, on va simplement déposer des crawlers, des sondes, qui vont aller directement faire l'analyse, quel que soit le modèle de déploiement, que ce soit en mode SaaS ou en premise de la plateforme. L'analyse de la partie crawler reste dans l'infrastructure de nos clients, c'est-à-dire toute la partie analyse des données se fait in situ directement chez nos clients. Et c'est ce qui nous permet d'aller directement analyser des bases de données, des catalogues, des API, des serveurs de fichiers, des postes de travail, et d'aller travailler aussi bien des données métiers, dans des applications métiers, des données bureautiques, tout ce qui est serveurs bureautiques, ou des données géographiques. Notre particularité, c'est typiquement être capable d'aller crawler aussi tout ce qui est données SIG, par exemple, et d'aller automatiquement récupérer des données type Inspire D4 de ces systèmes-là, et qui vont nous renseigner des métadonnées complémentaires de nos données. Juste rapidement, je pense qu'on a participé à l'écran sur le live, on a juste fait du début. Là, c'est quand même le slide.
tac, donc on partage. C'est celui que j'avais déjà, l'écran, vous avez vu déjà. Ok. C'est parce qu'après vous êtes en mode présentation. Voilà. Donc là, vous passez, vous êtes en mode diaporama. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a l'air. Je tourne, hop. Bon, c'est tout bon. Tout bon. Je vous remercie. De rien. Donc, l'analyse in situ, et à partir de là, vous verrez après, on a des algos, soit une approche d'algorithmique, soit une approche d'IA, pour venir analyser les métadonnées et les données, classification. Donc, analyse automatique, classification au regard de glossaire métier, qu'on appelle nous plutôt des glossaires, puisqu'on va gérer toute la partie synonyme de chaque terme, puisqu'on fait de la normalisation de tous les noms de champs. Et à partir de ça, ça nous sort des termes. On classifie au regard, on va dire, des termes par rapport à des concepts qui sont issus d'ontologie, de thésaurus. C'est des concepts qu'on gère derrière ça, de façon automatique. On classifie pour donner un prisme de vue de son patrimoine de données. Et ça met à jour de façon automatique le catalogue, parce que généralement, tous nos clients mettent à jour un monitoring d'audit de leur SI, avec possibilité, bien sûr, de partager plus largement son catalogue, soit en interne, soit partager un certain nombre d'informations en externe, ce qu'on va voir plus tard. Typiquement, être capable de partager des informations type source de données directement en open data. N'hésitez pas à me couper, hein, je n'ai pas dit, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, parce que là, tu n'as pas de questions. Et donc, nous, voilà, notre façon de faire, hein, c'est vraiment mettre à disposition des modes d'analyse. C'est-à-dire que ici, que ce soit pour des fichiers, que ce soit pour des bases de données, on peut faire plusieurs types d'analyses. On peut faire de l'analyse exploratoire, on peut faire l'analyse que sur les schémas, que sur ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire que sur les titres des en-têtes de colonne. On peut faire de l'analyse exploratoire, c'est-à-dire qu'on peut faire une analyse sur les 10 000 enregistrements de chaque table, de chaque base de données, typiquement. On peut faire des analyses ciblées, c'est-à-dire qu'on peut faire, typiquement, on a des PO qui font ça, qui font une première itération, remarquent des champs commentaires, des implications métiers, et qui font une analyse ciblée après sur tous les champs commentaires, typiquement pour la mise en conformité RGPD. Et on peut faire une analyse filtrée aussi, c'est-à-dire retrouver des emails dans un champ qui s'appelle email, retrouver une analyse par typologie de données suivant le nom de la colonne. Et quand on parle de tout ce qui est données non structurées, donc tout ce qui est bureautique, c'est capable. Pareil, on a une analyse de volume, c'est-à-dire qu'on peut faire sortir une analyse, on va dire par répertoire, il y a tant de fichiers depuis tant de temps, il y a tant de fichiers Excel, il y a tant de fichiers PDF. On est plutôt, on ne fait pas une analyse du contenu de chaque fichier, mais par rapport aux métadonnées de chaque fichier, soit on analyse plutôt ciblée sur chaque fichier, où là, on est capable d'aller lire le contenu de chaque fichier et de ressortir ce qu'on recherche comme information. Et notre approche, on a deux approches. On a une approche algorithmique et une approche d'IA, pour bien comprendre. Alors, on utilise, pour faire simple, on a récupéré l'IA c'est pas de Facebook, mais c'est des modèles d'apprentissage qui nous permettent de retrouver effectivement facilement les noms, les prénoms, des maladies. Et donc, qui nous permettent de classifier automatiquement les sources de données, éventuellement par niveau de sensibilité. On a une autre approche algorithmique qui peut être plus pertinente pour certaines typologies de données, typiquement tout ce qui est numéro de téléphone, des IBAN. En fait, on s'aperçoit que par une approche algorithmique, on cherche des expressions en fait qu'un numéro de téléphone et qu'on cherche de la sémantique autour, parce qu'on fait une analyse sémantique des termes autour de ce qu'on retrouve, on est plus pertinent avec des algos qu'avec un modèle d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que nous, on mixe les deux. On a une vraie approche du modèle d'apprentissage par le modèle IA, et on a encore nos propres approches algorithmiques pour aller retrouver des typologies de données dans le SI. Et ces éléments-là vont permettre de normaliser de façon automatique. Si je prends le terme TI, on a des workers, c'est au fur et à mesure qu'on scanne. On a des workers qui vont normaliser et des workers qui vont venir classifier de façon automatique. Dans une approche open data, typiquement, on peut avoir une classification. On a un compte qui fait ça, qui reprend par exemple le socle commun des données locales, qui sont en fait des jeux de données à libérer, une dizaine de jeux de données, donc sur les équipements, sur les subventions, et qui utilise notre système simplement pour retrouver des sources de données qui pourraient alimenter ces jeux de données qui sont obligatoires pour les collectivités.
qui sont préconisés. Et en fait, ils utilisent cette classification. Et cette classification, ce n'est pas une classification RGPD ni cybersécurité, c'est une classification qui regarde où sont les tenants des données. Alors, les différents cas d'usage de nos plateformes, et je verrai le cas d'usage effectivement le second qui concerne David et Monde de l'énergie qui est participé à la libération des données en open data. Donc, actuellement, les exemples de cas d'usage qu'on retrouve, ce sont souvent liés à la mise en conformité, à la sécurité ou à la partie RSE, plutôt tout ce qui est libération de l'espace. Et donc, nous, concrètement, on est capable d'éviter les doublons de données dans les bases de données, c'est-à-dire être capable de faire des préconisations de référentiels de données, parce qu'on est capable de scanner, lorsqu'on scanne les applications métiers, on va revoir des concepts ressortir de votre récit en disant, tiens, là, on a un concept tiers, un tiers, chez vous, ça peut être un agent, ça peut être un salarié, il peut s'appeler citoyen, il peut s'appeler de différentes manières dans votre système d'information, et derrière, il n'y a qu'un seul concept. Donc, on va dire, tiens, potentiellement, on parle de la même chose à tel endroit. Si en plus, vous faites une analyse de la donnée, on va dire, en plus, on trouve de la donnée similaire dans votre récit. Donc là, potentiellement, ça peut être intéressant de mettre en place des référentiels de données. De base, on ne sait pas s'il y a déjà des référentiels de données, on ne sait pas s'il y a des liens. Donc, lorsqu'on scanne que les bases de données, ça va nous faire ça. Si vous scannez en plus les outils de BI, les outils de TL, donc parser tout ce qui est, on va dire, data lineage, là, on va être capable de dire, en plus, là, on sait que c'est la même donnée parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un lien entre telle table et telle table. On va être capable aussi de retrouver, avoir une connaissance sur les volumes de données utilisés ou non utilisés. Donc ça, c'est surtout intéressant lorsqu'on commence à mettre en place des systèmes, des processus comme Data Cleaning, par exemple. Et on va être capable aussi de travailler, alors ça, c'est plutôt pour le DPO, pour le responsable de mise en conformité RGPD, c'est nativement notre solution va mettre aussi en exergue toutes les données à caractère personnel et être capable de suivre aussi le niveau de la durée de conservation par modèle de document et faire des préconisations de nettoyage de documents ou de sources de données dans des sources de données. Je vais vite. Donc l'objectif, c'est vraiment c'est avoir un seul cadre qui permette vraiment, quand on parle de gouvernance opérationnelle de données, c'est clairement, au-delà d'un data catalogue, on intègre des scénarios sur les différents cas d'usage que je vous ai montrés. Et ces cas d'usage-là sont directement intégrés dans notre outil, dans le data catalogue. C'est pour ça qu'on parle vraiment opérationnel, c'est même une organisation qui ne sait pas par où prendre le sujet, par défaut, elle va avoir un certain nombre de cas d'usage mis à disposition, déjà paramétrés, ou dans ce cas-là, on peut directement dérouler ces différents cas d'usage. Dans le cas d'aujourd'hui, qui est plutôt un cas d'usage de l'utilisation de la data catalogue dans une démarche de publication de données, comment on intervient? Donc, on intervient très en amont, c'est vraiment dans la connaissance de son patrimoine de données, parce que typiquement, lorsqu'on rentre dans une démarche de libération de données, qu'est-ce que je libère? Donc, pour avoir fait l'exercice plusieurs fois en tant que directeur de projet sur des projets d'open data, généralement, on me disait, allez, va voir l'ensemble des directions métiers, va voir ce que chacun a à disposition à libérer. Concrètement, je partais avec mon bâton pèlerin et je faisais toutes les directions métiers pour voir qu'est-ce que chacun avait comme données libérables au niveau libérable à l'extérieur, c'est libérable dans open data. Et là, on s'est dit, là, ce serait intéressant déjà d'avoir une solution qui puisse agréger cette connaissance de patrimoine de données. Là, nous, on est capable d'intervenir à cette étape-là. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelles sont les données éligibles à une publication open data au regard de sa conformité RGPD, parce que est-ce que je n'ai pas des données personnelles que je vais pousser en open data, alors que je parle RGPD, mais ça peut être aussi des données sensibles autres, suivant la structure, je peux avoir des données sensibles critiques au-delà du RGPD. Donc ça, c'est capable de dire quelles sont les données qui sont éligibles, au regard de ces données éligibles, comment je vais contrôler ma mise en conformité des données avant une publication open data. Donc, généralement, on intervient à ce niveau-là aussi. On intervient aussi, une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, avant d'aller requêter directement, on va dire, les données dans vos applications métiers pour les API, pour les mettre en place, pour les repousser sur le portail open data, c'est déjà cette démarche
d'aller contrôler la qualité de la donnée. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que j'ai une exhaustivité des valeurs dans mon jeu de données? Est-ce que les valeurs qui sont présentes elles sont de qualité? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas des dates aberrantes? Est-ce que j'ai pas des valeurs aberrantes? Donc, tout ça, c'est directement aussi intégré par le paramétrage de notre plateforme, c'est-à-dire être capable de mettre en place des matchers qualité au niveau de la donnée. À partir de là, il y a plusieurs façons de faire aussi dans l'utilisation de notre data catalogue dans les démarches open data. Soit il y a une étape intermédiaire. Alors, on a les deux cas, hein. On fait passer un ambiant, même si vous utilisez ça aussi, oui, mais pour autre chose. On peut faire une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'à partir de notre crawler, on peut extraire la donnée et l'APIfier. C'est-à-dire qu'on va on va utiliser un jeu de données APIfié côté My Data Catalog, qui va permettre en interne déjà de venir voir le résultat de la donnée, potentiellement voir quels sont les visus qu'on peut associer à notre jeu de données. Donc, soit une étape intermédiaire, soit à partir de là, on peut directement appeler des API du catalogue avec l'écosystème des outils déployés au sein de la structuration, c'est-à-dire être capable d'utiliser notre propre API pour aller pousser sur des portails open data. Donc là, on peut passer soit directement de notre stockage de données APIfiées qui va les reposter en externe sur les portails open data, soit c'est directement à partir de nos corps, on peut aller directement utiliser des posts pour aller directement pousser, on va dire, le résultat du jeu de données directement sur cette plateforme open data. Donc, nous, on intervient sur l'ensemble de ces points-là. Et typiquement, avant que je te passe la main, que petit d'écran pour bien comprendre. Donc, ce qu'on propose, donc nous, c'est un outil où on a un maître supérieur, on va dire, de nos crawlers. Donc, ça, le supérieur est capable de déployer l'ensemble des scans sur l'ensemble des systèmes, même en centrale sur My Data Catalog, de pouvoir, pas très bien, mais de pouvoir aussi planifier leur réalisation. On n'utilise pas forcément des tâches planifiées ou des tâches commandes dans le système. On peut directement paramétrer en centrale l'exécution de nos crawlers. Et après, ce qu'il faut voir, c'est dans My Data Catalog, suivant, on va dire, vos profils, vos droits, on a des interfaces complètement différentes. C'est-à-dire, je peux avoir des interfaces plutôt administrateurs où je vais accéder à l'ensemble des fonctionnalités de My Data Catalog, soit, comme ici, je peux avoir des interfaces simplifiées, entièrement customisables. C'est-à-dire, c'est des interfaces généralement pour retrouver la charte graphique de nos clients. Et ça, généralement, c'est des portails on va dire, de description de son catalogue de données, plutôt à des profils métiers et qui sont entièrement customisables, c'est-à-dire c'est avec nos clients. Alors, par défaut, on propose une fiche de synthèse, mais la fiche de synthèse peut être complétée avec nos clients. Et la fiche de synthèse, elle est dynamique au regard de ce qu'on ramène. C'est-à-dire si on ramène des données géolocalisées, c'est-à-dire des données de système de SIG, par exemple, on va retrouver tout ce qui est implantation, on va retrouver des métadonnées type IPRD qui vont être directement dans l'institution de la fiche de synthèse. Si ce sont des fichiers, je vais avoir une autre institution. Si ce sont des bases de données, je vais avoir une autre institution. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est suivant mon profil, c'est des interfaces qui vont être hyper simplifiées pour que chacun se retrouve dans ce qu'on propose comme outil. Ça change. La dernière interface, je vous montre là aussi, tous les processus qu'on met en œuvre, type un processus de nettoyage, ça fait partie des différents cas d'usage que je vous ai montrés. Ces processus-là, ils ont aussi leur propre interface simplifiée. Donc, typiquement, c'est un processus, ici je vous montre, c'est un processus de nettoyage où on retrouve le paramétrage qui a été fait, c'est-à-dire que je regarde les données obsolètes, les données bancaires, les données sensibles, très sensibles, données sensibles. Ça remonte des fichiers. Et là, en fait, concrètement, comment ça se passe, c'est que les référents métiers viennent simplement taguer les sources de données avec les différents statuts mis à disposition sur l'archivage, la suppression ou ne rien faire avec. Tout ça, ce sont des interfaces qui ont été faites directement avec les utilisateurs finaux pour vraiment simplifier le travail de pouvoir taguer des sources de données directement dans My Data Catalog. Donc, bien sûr, je vous montre d'autres écrans. En termes de reporting, on retrouve du reporting un peu partout dans l'application. On va retrouver un reporting au niveau de l'objet, on va dire, applicatif, parce qu'effectivement, on va agréger la connaissance sur l'ensemble des applications. On va retrouver du reporting sur le contenu de chaque donnée dans chaque système. Ce qui est intéressant sur ce type d'interface, ça peut nous permettre aussi, vu qu'on a un système
qui monitor, c'est qu'on peut voir aussi l'évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on génère des stats tous les jours. C'est-à-dire, vu que les systèmes sont potentiellement scannés à des dates différentes, enfin, nous, on réagrège tous les jours, et tous les jours, on est capable de ressortir une stat et de voir l'évolution dans le temps. Donc ça, c'est intéressant, si vous mettez en place, typiquement, ça, c'est plutôt les utilisateurs qui mettent en place des nettoyages de fichiers, et qui regardent dans le temps l'évolution, soit en volume, soit en nombre, des catégories de données qu'on ramène. On peut avoir des interfaces, typiquement pour des RSSI, c'est-à-dire voir au niveau de mon infra, sur mes zones, sur mes serveurs, soit sur mes machines physiques, le niveau de sensibilité des données. C'est-à-dire qu'on a des RSSI aussi qui déploient nos sondes sur un ensemble des parcs sur des parcs de travail, sur des serveurs, et qui permet de remonter le niveau de sensibilité. Et la finalité de ça, c'est de voir effectivement le niveau de protection qui ont été mis en place sur les serveurs et éventuellement pas forcément mettre le même niveau de sécurité sur un serveur qui n'a aucune donnée sensible. Et là, dernière représentation du monde qui est plutôt une représentation par typologie de données, par concept. C'est-à-dire qu'on va être capable automatiquement de regrouper les sources de données par concept métier, tout simplement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre d'Open Data, dans les concepts métiers, typiquement, ça peut être soit on sait qu'est-ce qu'on libère et on va faire un ESR associé, soit effectivement, nous, on peut nous mettre à disposition par défaut le socle commun des données locales qui donne un premier niveau d'agrégation des données au regard de ce qui est préconisé, on va dire, comme jeu de données à libérer. Bien sûr, on intègre différents types d'interfaces pour le lineage, c'est-à-dire effectivement, on a vu en amont ses capacités analysées, mais en plus de venir analyser, on va être capable de voir les finalités de chaque, on va dire, source de données, aussi bien, c'est pas dynamique, mais effectivement de voir tout cet impact, soit dans des outils BI, soit dans des outils, là c'est StormBI, Talent, tous les outils de traitement, et à partir d'une source de données, de pouvoir naviguer dans les différentes applications, dans les différentes vues qui utilisent cette source-là. Ce qui nous permet de représenter vraiment tout le lineage, soit source, soit par application métier. Tout ça, en fait, c'est des niveaux d'agrégation avec des vues agrégées. Le dernier service, ça c'était le service qui est aussi implémenté chez nous, ce qui est le service qu'on co-développe justement avec Nicolas, qui est un service de stockage de données APIfiées, qui est aussi mis à disposition dans notre catalogue, qui permet effectivement de décrire des jeux de données et alimenter ces jeux de données-là de différentes manières. Soit vous avez déjà des outils ETL, soit vos propres crawlers peuvent alimenter ces jeux de données-là. Et là, on est au-delà du catalogage, on va dire, classique, c'est qu'on met à disposition la donnée elle-même. Et à partir de là, effectivement, ça peut faire office à des référentiels des données, ou alors c'est dans une démarche de libération de données. On prépare les jeux de données, on valide les jeux de données, on travaille sur la qualité des données, et à partir de là, on va les reposter, on va dire, le jeu de données sur d'autres plateformes. Et avant de passer la main, je fais une dernière diapo. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait avec David, effectivement, c'est comment s'intègre notre data catalogue sur un outil mis en place, qui est le portail Open Data Soft au sein d'USDEM. Et effectivement, le data catalogue a cette capacité à sonder, on va dire, le système d'information, comme je l'expliquais tout à l'heure, soit des données internes, soit des fichiers, soit des API. On va scanner, on vient sémantiser toutes les métadonnées, on va préparer et standardiser les jeux de données, on va rendre accessibles les API du jeu de données ou simplement être capable d'extraire des CSV pour un accès interne. Et à partir de là, on utilise chez Open Data Soft, effectivement, leur API management, où on passe directement par API management les données préparées directement sur la plateforme. Et donc là, on ne passe pas par le SMTP ou par le FTP mis à disposition, on passe directement par les API management. Et ce qui permet de mettre à jour directement le jeu de données côté Open Data Soft. Ce qui n'a pas été fait ici, c'est que potentiellement, on a fait ça pour un autre client, c'est que le jeu de données qui est mis à disposition sur le portail Open Data, on peut nous-mêmes le rémarquer comme matcher, comme analyse, et de ce fait, réanalyser les data internes, les fichiers, les API, les sources de données,
et voir s'il y a un comparatif. Donc, on est capable de dire, est-ce qu'il y a des nouvelles données dans les applications métiers qui ne sont pas dans le jeu de données. Et à partir de là, de relancer de façon automatique la mise à jour du jeu de données pour le reposter en open data. Donc, soit effectivement c'est fait à date, soit vous pouvez laisser le système pour dire c'est le système lui-même qui va reposter uniquement s'il y a des nouvelles valeurs dans les applications métiers. Je te laisse parler un peu sur les différents. Donc, mon retour d'expérience par rapport à cette fonctionnalité, c'est qu'au début, on publiait un open data sur le portail Open Data Soft à la main, prenant les données dans le système d'information, en les exportant, en les nettoyant, et les posant à la main, en métadonnées, etc. Ça nous prenait un temps fou, on le faisait tous les 2-3 mois parce que déjà c'était compliqué. Si on le pensait. Là, deuxième étape, on a utilisé la fonctionnalité du portail Open Data Soft de scan en effet d'un répertoire FTP où là, on skippait les clics sur l'interface, mais on ne gagnait pas beaucoup de temps au final. Et la dernière étape, ça a été d'utiliser un produit comme Waze propose, pour finalement industrialiser cette chaîne de traitement et de poster directement les données via API. Ça n'empêche pas de travailler les données en dehors d'un ETL, parce que si on est dans l'ETL, mais malgré tout, il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes sur la qualité de données et la conformité à des référentiels. Donc, dans un sens, on fait déjà un travail sur la qualité de données, mais ça n'empêche pas ça de réaliser des traitements ETL en dehors. Sur la méthode d'utilisation des produits, c'est qu'il y a pas mal de cas d'usage qui ont été montrés. Nous, on l'a utilisé dans plusieurs cas de figure. On l'a utilisé notamment pour le scan de répertoire réseau pour faire prendre conscience à certains utilisateurs. Lorsqu'on avait fait les interviews sur le RGPD, ils avaient oublié de nous signaler certains fichiers dedans. Ou des données stockées depuis en effet très longtemps, ignorées même de la plupart des utilisateurs qui encombraient les serveurs. Ça nous a permis aussi de voir là où se trouvaient les données critiques, notamment certaines zones qui n'étaient pas forcément assez sécurisées. Donc, il y a pas mal de cas d'usage dans le produit qui permettent de travailler sur les données dans son ensemble. Donc, c'est un produit complet, je trouve, qu'on est content d'avoir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une problématique, on y réfléchit, on demande à Dawiz, et souvent, ils ont déjà un peu d'avance, ils nous disent on a déjà la fonctionnalité en préparation. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec un partenaire comme ça. C'est vrai que le produit que je l'ai connu au début, ça a beaucoup évolué quand même. Il y a beaucoup de choses en plus. Et c'est très intéressant. Au niveau fonctionnalité, c'est assez riche. Le portail métier apporte un vrai plus parce que c'est vrai que l'outil était vraiment vécu comme je fais très technique au début. Aujourd'hui, j'ai passé un peu le flambeau. D'ailleurs, j'étais DPD au début, DPO, j'ai passé le flambeau à ma collègue responsable juridique et qui a pris l'outil en main assez facilement et qui maintenant utilise notamment le portail métier pour diffuser les traitements auprès des collègues et les faire valider parce qu'elle a repris les entretiens pour mettre à jour justement le registre. Donc, dans ce cadre-là, ça peut être intéressant d'utiliser le portail métier ici pour publier les références. Donc voilà, et ensuite, il y a tout ce qui est aussi documentation des partenaires avec qui on veut travailler, les fournisseurs et les clients, finalement, utilisateurs de données. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser l'outil pour ça, en plus de cataloguer les données. On peut aussi inventorier les applicatifs de façon assez poussée, et puis justement pouvoir avoir une vue sur les dates par exemple, de fin de contrat, stocker tout ce qui est conditions d'hébergement, etc., qui peut être intéressant quand on fait de la gestion du SI. Donc voilà un peu mon expérience, mon retour d'expérience. Pour les évolutions, on peut bien compléter. Ouais. Alors pourquoi ça évolue beaucoup? En fait, on a un fonctionnement par feature, c'est-à-dire c'est une plateforme qui est servicialisée, on a 15 services et on est capable de pousser un service sans qu'il y ait d'impact sur les autres services. Donc concrètement, on pousse toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on pousse des évolutions toutes les semaines dans Magaté Catalogue. Et ça, on a cette capacité par ce fonctionnement, non pas par une roadmap à long terme, c'est-à-dire qu'en suivant les demandes de nos clients, on est capable d'être hyper réactif et par un fonctionnement par feature, être capable de mettre à jour la plateforme, que ce soit du mode SaaS ou du on-premise, c'est-à-dire qu'on essaye d'obliger nos clients qui sont on-premise, comme bien en fait. On a commencé en SaaS, donc c'est on-premise, parce que effectivement, on a traité de la donnée. Mais en fait, même nos clients on-premise, effectivement, viennent tirer les mises à jour tous les week-ends. Je crois que c'est tous les dimanches chez vous. Et tous les week-ends, ils récupèrent aussi bien la base de connaissances qui est liée à notre IA, à notre algorithme. Parce qu'au fur et à mesure, ces algorithmes apprenants, au fur et à mesure qu'on scanne,
on est de plus en plus pertinent dans l'identification des données, dans la compréhension des données. Donc, ça permet effectivement, quand je suis en on-premise, de ne pas rester en base clos et de ne pas bénéficier de ces améliorations de cette base de connaissances. Donc, tous les week-ends, effectivement, ça met à jour cette base de connaissances et ça permet aussi d'avoir toutes les nouvelles fonctionnalités dans la plateforme et de pouvoir, nous, typiquement, de pouvoir pousser. On n'a qu'une seule version dans la nature, on n'a qu'une seule version de produit dans la nature. Et actuellement, on pousse toutes les semaines des améliorations de notre produit. Donc, ce ne sont pas, parce que franchement, effectivement, ce qu'on fait, souvent ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de bugs, mais non, c'est plutôt des améliorations que des bugs, je précise. Et on est capable de pousser vraiment très très régulièrement ces évolutions-là. On peut aussi pousser sur le portail métier les activités autour de la donnée. Notre collègue, justement, fait une revue de presse au niveau de tout ce qui est activité de la donnée, des textes réglementaires, etc. Et puis, il utilise le portail pour ça. Il nous reste encore une dizaine de minutes. L'objectif, c'est un peu échanger. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des demandes. J'ai deux questions. Vous travaillez sur des volumétries de quel ordre? Giga, Tera? On est plutôt Tera. Imaginez quand on travaille au Crédicole, on scanne tous les fichiers. Donc, par agence, on peut être à 100 Tera de fichiers. Et comment votre outil est vu des responsables architectes de sécurité? Parce que j'imagine qu'il doit se connecter à l'ensemble des zones qui sont souvent coordonnées, même en interne, c'est difficile d'y accéder. Donc, votre outil, lui, il accède partout. En fait, c'est pour ça que j'ai expliqué en amont, toute cette partie d'analyse, elle est in situ. C'est-à-dire qu'en fait, elle est embarquée sur. On ne demande pas une ouverture externe pour accéder à vos serveurs, c'est que l'information est déposée ce qu'on va venir scanner et ce qui rassure beaucoup les RSSI. Effectivement, le fait d'avoir tout ça in situ, que ça soit complètement décorrélé de la plateforme, c'est-à-dire qu'on peut faire deux tâches de façon complètement séparée, c'est-à-dire embarquer, on va dire, l'analyse, ça va restituer, ça va faire l'analyse in situ et c'est tout. Ça ne va rien sortir, c'est simplement le résultat, une fois validé, qui va être reposté côté Metadata Catalogue. Mais le fait, on va dire, de découper cette responsabilité, la responsabilité, on va dire, des droits qu'on va donner, que vous allez donner au crawler d'accéder à votre source de données, soit sur la responsabilité de nos clients, effectivement, ça rassure énormément. Et généralement, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi, lorsqu'ils commencent à travailler sur la donnée, à commencer à requêter la donnée, à la périfier, c'est généralement des comptes qui sont 100% on-premise. Ils restent complètement en interne au sein de leur organisation. Après, je ne sais pas si vous avez une question, comment c'est vu, mais après, l'objectif, c'est que même des responsables de sécurité utilisent notre solution justement pour voir le niveau de sensibilité contenu sur ceux qui manipulent. Ce sont les premiers utilisateurs aussi de notre plateforme. L'objectif est de bien limiter, on va dire, les risques cyber, donc potentiellement limiter l'espace d'exposition des données. Les paramétrages sont stockés avec les mots de passe, sont stockés sur la machine qui est analysée. Ce n'est pas centralisé sur la plateforme. C'est ça qui fait aussi que ça rassure. En question, deux. Non, j'avais deux. Ah oui, c'était oui, en termes de volumétrie, on est vraiment. Lorsqu'on analyse, il faut faire bien attention comme dans le paramétrage de la solution, lorsqu'on lance les analyses. Effectivement, on a plusieurs types d'analyses. Lorsque j'analyse que des schémas, c'est-à-dire des bases de données, ça, c'est moins de 5 secondes, c'est hyper rapide. Lorsque j'analyse, on va dire, en mode exploratoire, où j'analyse sur les 10 000 enregistrements de chaque table, je sais que je l'ai fait sur une application gestion financière où il y a 1500 tables. Sur les 10 000 enregistrements, actuellement, ça nous a mis 3 quarts d'heure d'analyse sur les 10 000 enregistrements. Après, quand je suis en mode ciblé, effectivement, je sais qu'on travaille avec un éditeur français qui a 300 millions de lignes. J'ai jamais vu ça, 300 millions de lignes dans ces tables. Alors là, effectivement, le premier scan, on avait mis 15 jours. Alors maintenant, le scan, il est devenu assez intelligent pour dire c'est trop de volume, je vais faire de la parallélisation et je vais lancer des services en parallèle d'analyse de la donnée. Je vais paralléliser l'analyse
pour optimiser en disant que je vais faire comme je vais séparer en 4, je vais séparer en 5, en 6, pour optimiser les temps. Mais effectivement, lorsque je fais l'analyse ciblée, ce qu'on préconise, c'est plutôt faire ça en dehors des heures de travail, faire ça soit la nuit, soit le week-end, justement pour ne pas impacter, on va dire, les machines de production. Et idéalement, travailler potentiellement sur des replicas de données. Est-ce qu'il y a des questions? C'est plutôt clair, on peut faire tout. Du coup, le rôle de l'agence, c'est de collecter les données sur l'analyse. En plus, on fait juste l'analyse, et faire ensemble, le service centralisé. Alors, il n'y a que des données qui vont forcément fonctionner. Alors, vous pouvez comme demander le paramétrage de vos clients qui demandent, on va dire, des échantillons de données de ce qu'on retrouve, et qui potentiellement peut aussi redemander des échantillons de toutes les tables. Pour des questions, entre autres, ce qu'on fait avec les data, les personnes aiment bien voir potentiellement des exemples de données. Lorsqu'on fait ça, dans l'interface, vous pouvez demander, alors par défaut, ça va brasser les colonnes, c'est-à-dire pour une question de mise en conformité RGPD, ça va les brasser. Mais en plus, on peut utiliser aussi le propre service d'anonymisation qu'on a. Il va aussi, qui va aussi faire de l'anonymisation de la donnée directement pour ce qu'on va remonter. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire quels sont les données anonymisées à partir de tout ce qui est email, tout ce qui est famille, tout ce qui est bancaire. Et le système va de lui-même, dès qu'il va découvrir ce type de données, de lui-même anonymiser. C'est ça. Ça va être un pourcentage d'étoiles, de caractères, un pourcentage suivant ce qu'on reçoit. Et suivant le type de données, effectivement, si c'est une date, c'est pas forcément la même anonymisation. On n'a pas forcément les mêmes règles si c'est un email qu'un champ date. Vous scannez aussi les environnements de vérification, tous les environnements de descente. Après, c'est nos clients qui décident ce qui scannent. Là, effectivement, quand on parle d'anonymisation, c'est un bon exemple parce qu'on travaille avec un groupe agroalimentaire. Pour des questions de sécurité, ils utilisent ce service-là pour leur environnement de pré-prod et de formation. Jusque-là, étaient une copie conforme de leur prod et utilisent notre solution pour les accompagner, pour anonymiser la donnée. Ça anonymise aussi l'environnement de formation. C'est pas juste sur l'anonymisation pour modéliser, c'est aussi pour l'anonymisation. Ça, c'est la dernière règle qu'on a faite. Alors là, par contre, ça va être en marche, c'est ça. C'est pour ça que après, ça peut faire appel. C'est soit quand on remonte des échantillons, ce sont des étoiles pour faire ça. Quand on est dans un autre format, ça peut faire appel à des listes associées suivant le format de données qu'on récupère. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'en mets dessus. C'est pour ça qu'on a fait on peut rencontrer ce matin. Après, nous, c'est plutôt piloté par des métiers. Donc, effectivement, nous, on classifie. Les métiers vont dire, OK, c'est ça. C'est le résultat de notre catalogue sur lesquels ils vont dire, c'est telle donnée que je vais venir anonymiser. Donc, effectivement, soit nous-mêmes, on a un service d'anonymisation, soit potentiellement, je pourrais utiliser votre solution pour venir anonymiser dans un second temps. C'est-à-dire que les métiers pourraient dire, qu'est-ce que je classifie au regard du catalogue, et après, soit appeler notre service, soit un autre service qui s'il est plus performant. C'est justement notre approche de servicisation. C'est-à-dire si un service plus pertinent que l'autre, le client peut le brancher à tout le monde. On a parlé sur l'implantation, j'y pense maintenant. On l'a utilisé aussi dans le cadre d'un POC qu'on a fait sur un ETL qui ne consommait pas les sources de données qu'on avait. Il ne faut pas consommer les sources de données qu'on avait, mais par contre, il consommait les API REST. On a identifié une donnée comme ça qu'on a pu tester sur la solution Pixel, ça ne peut pas la nommer, qui consomme les API REST et on a pu comme ça tester de la BI de déboter sans connaissance technique de commenter une API. C'était pratique aussi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à passer. On a un stand ici, donc je vais vous montrer directement en live l'application.
n'hésitez pas. Donc, moi, je suis Stéphane Le Lyonnais. N'hésitez pas à contacter si vous avez des questions, même pour tester la solution. On peut ouvrir des espaces de présentation, vous pouvez brancher directement sur votre récit, avoir un premier niveau de restitution et d'information. Merci. Merci David. 15. Nickel. Un Pôle emploi, c'est les informations dans votre scanner. Moi, il m'avait demandé de faire une petite étude dessus par rapport. On a regardé un peu pour les métriques qu'on va faire pour essayer d'identifier. Effectivement, on a remarqué qu'il y avait des données en régal, ça marche super bien. D'autres avec du camembert, des trucs comme ça marche, mais il n'y a pas assez de contexte autour. Donc, c'est une sorte de données. Et du coup, si vous avez un truc comme ça proposé, je pense. Justement, quand je t'ai vu ce matin et que j'ai compris que le projet d'anonymisation, il y a eu une présentation, parce que je tombais dessus il y a très longtemps, sur une présentation sur vidéo. Alors, je sais pas si... Une conférence sur les conférences, c'est ça. Bon, en fait, là, on analyse le pour générer la donnée. Ouais. On dit, en gros, ça ne sert à rien d'analyser les données, prenez plutôt des droits, synthétiser votre donnée, c'est bien. Faites du PDD jusqu'au bout. Et je pensais justement, on dit, bah, tiens, ça peut être intéressant. Et je n'avais pas compris. C'est ce matin que j'ai compris qu'on peut avoir une complémentarité. Ouais, je pense que typiquement, il sera besoin, je pense qu'ils ont plein de données. Et là, ils ne sont pas du tout dans un projet d'organisation grande échelle, un projet d'organisation. Mais par contre, je pense qu'ils seraient plutôt en amont et cartographie. Et du coup, là, ça serait une solution. Leur faire un POC et leur montrer, regarder rapidement. Rien que sur une base, en fait, où il y a 200 tables. Nous, c'est d'accord ça. Tu vois, on a des demandes aussi d'Arcade Software, tu vois, qui font avec Data Anonymizer. Ils nous demandent maintenant de venir en amont pour aller localiser avant d'aller exactement. Ça va et toi? T'es dispo un peu, tu es un instant là? Ouais. Je passe d'ici une grosse demi-heure après SNCF. Il n'y a pas de souci. Bon, tu noteras que j'ai noté, j'ai dit ton nom. Oui. Et ta boîte. Tu fais les deux. Je suis obligé de dire ODS aussi parce que Ça fait quoi? Je n'ai pas demandé en termes de volume, mais ça permet de sortir quoi?